TimeTool After Work, le Business Talk, vous est présenté par TimeTool, la solution innovative suisse pour l'enregistrement du temps en ligne pour tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Madame, Monsieur, je suis très heureuse de vous accueillir pour ma toute première émission TimeTool After Work, le Business Talk. Elle recouvre d'or, d'argent, de cuivre et d'autres métaux tout ce qu'elle touche. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Estopé de l'entreprise viennoise Estopé Ador. Bienvenue. Merci. Vous m'avez dit, quand on préparait cette interview, que vous alliez à 100 à l'heure ou même à 1000 à l'heure. Là, vous pouvez vous détendre, c'est bon? Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. C'est dans votre nature d'être comme ça speed ou c'est le boulot, la charge qui veut ça? Peut-être que le boulot veut ça, mais je pense que ça fait partie de ma vie au quotidien, que ce soit à la maison ou dans ma vie de tous les jours. Alors, vous dirigez une entreprise de 40 personnes, hein, c'est pas rien. Vous êtes maman d'un garçon. Comment vous commencez votre journée pour retrouver l'énergie nécessaire? C'est quoi votre petit rituel? Bon, le rituel, le matin quand on se réveille, un enfant de 9 ans, ça a direct de l'énergie, donc ça ne nous laisse pas trop le temps de rêvasser ou de faire tranquille le matin. Il faut déjeuner, il faut se préparer pour aller à l'école. Je prends le temps de l'amener à l'école et ensuite je pars travailler. Donc c'est la deuxième partie de la journée qui commence. La maman met la casquette de directrice pour la journée. Et vos journées sont plutôt longues, j'imagine. Vous avez quoi, des 8 heures par jour ou plutôt du 10-12? Ça dépend un peu, ça dépend. J'essaie de prendre le temps pour mon fils le matin, donc j'arrive peut-être un peu plus tard quand je suis avec lui. Et j'essaie de ne pas finir trop tard quand je suis avec lui non plus. Après, c'est variable, donc il y a des fois où je fais bien plus long, mais on essaie d'avoir un équilibre entre les deux parties de ma vie. Et vous travaillez dans une entreprise familiale, donc ça vous permet aussi peut-être un peu plus de flexibilité, on va le voir tout à l'heure. Alors, je disais dans l'introduction, vous transformez en métaux tout ce que vous touchez, et si on le dit de façon un peu moins glamour, vous dirigez une entreprise de galvanoplastie. Le mot fait un peu peur, alors la galvanoplastie pour les nuls, c'est quoi? Alors, la galvanoplastie pour les nuls, c'est un procédé qui permet, par électrodéposition, de déposer un métal sur un autre métal. Donc, pour faire simple, c'est surtout pour que les gens comprennent bien, tout ce qui est bijoux, des choses comme ça. On peut déposer de l'or sur une bague, un collier, des boucles d'oreilles. Ça, c'est la partie pour faire simple. Donc là, sur nous, vous avez des bijoux? Bijoux, souvent, ça peut être rodier, ou on pense toujours qu'ils sont argentés, ou de l'or. C'est peut-être juste de l'or qui est déposé... qui entoure en fait l'objet. C'est pas de l'or pur, c'est de l'or qui est déposé autour. Donc la matière de base, c'est peut-être pas forcément de l'or. Et ce procédé chimique est assez impressionnant, magique. On va le voir tout à l'heure, mais on regarde déjà ici quelques images de pièces. Vous travaillez pour différents domaines. Hein. Quoi? Alors, c'est différents domaines qui sont totalement à l'opposé les uns des autres. Je pense qu'on a particulièrement, c'est l'horlogerie. Donc là, c'est des pièces, on sait à quoi elles servent. C'est toutes les pièces qui sont à l'intérieur des montres, les pièces de mouvement. Donc tout ce qui est vraiment pour l'horlogerie. Et ensuite, on a une partie plutôt mécanique, décolletage, avec des pièces bien plus grandes. Elles peuvent faire jusqu'à 1 mètre de longueur. C'est vraiment pas les mêmes bains, pas la même manipulation, pas les mêmes contrôles, pas les mêmes spécificité, pardon. Et puis le médical aussi. Oui. Y a même des pièces, Colette qui me disait, voilà, des petites pièces qui vont finir sur un robot qui va aller sur Mars, ou alors même quelqu'un qui est venu une fois pour transformer sa moto. La moto, oui. Alors ça, on le fait plus maintenant, mais on nous a aussi raconté effectivement. C'est un peu une anecdote. Ils avaient fait toutes les parties, tout ce qui est métallisé en or, donc il y avait beaucoup de parties. La moto apparemment était toutes dorées, et ils sont venus une fois la montrer, parce que nous on fait partie par partie. Ouais. C'est toujours difficile de s'imaginer où vont ces pièces au final, et là pour le coup c'était sur une moto, et il a voulu venir montrer le client la moto, la version finale. La version finale, une moto complètement dorée, voilà. Ça doit être assez spécial et impressionnant. Oui. Alors j'ai eu la chance lundi de pouvoir découvrir votre univers, votre entreprise, et puis j'ai fait quelques images. Je vous propose qu'on regarde. Là,
peut-être vous pouvez nous commenter un petit peu ce qui est en train d'être fait. Alors, c'est Lucien qui tient un bouclard entre ses mains et qui le passe dans différents bains, des bains de préparation pour laver les pièces, les préparer à accueillir justement ce nouveau métal. Et là, on est passé dans un bain de palladium et de rhodium. Elles étaient dorées et là, elles sont argentées. Oui, hein. alors c'était pas doré, elles étaient en laiton, je pense, ou en tout cas en cuivre. Donc c'est la matière de base. Et ensuite, il a passé dans des bains qui l'ont rendu grise. D'accord. Là, ici, c'est plutôt contrôle qualité, Oui. La pièce terminée, c'est un chromage noir. Oui, ça c'est vraiment pour l'esthétique, pour avoir la pièce noire. Tout ce qui est noir, c'est aussi pour l'optique. Là, on a Ça, des ici pièces, ça c'est cuivré et ensuite c'était la sous-couche et ensuite elles seront, on les a vues après chromées en noir. C'est des interrupteurs, peut-être pour les avions, des choses comme ça. Voilà. On arrive à s'imaginer que c'est les petits. Donc ça va vraiment vous touchez vraiment à tous les domaines, quoi. C'est très varié. L'aviation, ça va finir peut-être dans un cockpit. On ne sait pas justement, souvent comme on ne sait pas où c'est que ça se termine. C'est ça qui est intéressant dans le travail. Et puis justement, c'est quoi alors qui vous motive dans votre métier? C'est quoi qui vous donne envie de retourner tous les jours bosser autant d'heures? Alors, le métier en lui-même, le fait de ne pas savoir où vont les pièces, c'est hyper varié. Il y a plein de choses différentes. Et puis, les gens, c'est ce que je dis toujours, de mélanger. On a Bienne, on est une ville multiculturelle. Et chez nous, ça se ressent aussi beaucoup. Je me dis toujours, il y a des gens en dehors de chez nous qui ne se seraient jamais rencontrés, jamais ils auraient partagé un souper ou des choses comme ça. Puis ça me fait sourire quand je vois certains, ils essaient de se parler, ils font des mix de langues pour se comprendre. Enfin, je trouve ça assez sympa. Donc, une bonne ambiance. Et la galvanoplastie, il y a beaucoup d'entreprises de la sorte dans la région ou en Suisse. Il y a une forte concurrence. Alors oui et non, dans le sens où les très grandes entreprises, celles qui font partie de groupes, elles ont aussi ça à l'interne. Donc elles ont peut-être un petit département qui font leurs propres pièces. Après oui, on a des concurrents comme tout le monde. Mais il y a plein de procédés différents. Aussi le type de pièces à traiter, je pense c'est plutôt une bonne concurrence. Je veux dire, nous, les autres personnes qui font de la galvano, on les connaît bien. C'est plutôt... Il y a une complémentarité. Oui, ça peut être des partenaires. Nous, s'il y a un traitement qu'on ne fait pas, on va les aiguiller chez quelqu'un d'autre et on n'a pas de problème avec ça. Et puis je pense que c'est une concurrence saine qu'on a. On a de la chance. Vous êtes donc à la tête d'une entreprise qui est très très vieille puisqu'elle a 144 ans. Oui. Elle a été créée en 1880 par vos ancêtres. Oui. C'est quand même sûrement une lourde pression de devoir faire perdurer cet héritage familial. Comment vous vivez ça? C'est une pression, c'est sûr. Après, je ne suis pas toute seule, il y a mon frère. Donc, on est surtout en binôme. On est 3 à la direction, mais principalement la famille avec mon frère. C'est clair, c'est une charge sur les épaules, mais on le fait avec plaisir. Et puis, c'est un challenge, on s'auto-challenge l'un et l'autre pour arriver à faire quelque chose et à faire perdurer en fait tout ça. Pour apprendre à avoir une relation familiale avec son frère, une relation professionnelle, pas familiale mais professionnelle, j'imagine que c'est pas facile. Mais ça s'est fait assez naturellement. Donc, du coup, moi, j'étais déjà partie de la maison depuis longtemps. Donc, on n'était pas forcément proches. On ne se voyait pas souvent. Donc, ça s'est fait naturellement pour se retrouver les deux à travailler ensemble. Mais ça s'est vraiment fait naturellement. Et puis, il n'y a pas de souci. Chacun a son domaine. Bien séparé. Lui, il est directeur plutôt il est vraiment de la technique. Lui, il est électroplaste. Et puis, on a justement, on le voyait tout à l'heure, le triumvirate. Là, on a le directeur RH, oui. Yann Bosch à gauche, et puis votre frère, Cyril Estopé à droite. Oui, on a les trois, la direction, et puis on a chacun notre domaine de prédilection. Et puis, on peut décider les choses assez rapidement entre nous 3. Et puis alors, vous êtes les descendants de cette famille. On va peut-être revoir l'image tout à l'heure des fondateurs. On a Louis Estopé à droite qui a épousé Lina Ador. Et ce qui est assez joli, c'est qu'il a apposé à côté d'Estopé son nom de famille à elle. Oui, parce qu'il est décédé aussi assez tôt, après coup. Et puis, c'était Lina Ador qui a repris un peu le flambeau en attendant que ses enfants soient assez âgés pour reprendre eux-mêmes le flambeau. Mais, donc, au début du XXe siècle, c'était quand même quelque chose de particulier, j'imagine, qu'une femme dirige seule l'entreprise. Oui, je pense que dans ces années-là, c'était assez...
assez précurseur que Louis Estopé ait accolé le nom de sa femme au sien. Et ce qui était joli, c'est qu'il y a presque une idée marketing derrière. Oui, je pense inconsciemment à cause du dorage. Voilà, Adore, dorage. Penser au dorage, Ouais. effectivement. Et puis en bas, on voit les prochaines générations avec votre papa en bas à droite, Olivier Estopé, qui a dirigé l'entreprise plus tard. Vous me disiez en préparation de l'interview qu'avec votre frère, vous fonctionnez au coup de cœur. S'il y a un truc qui nous botte, on le fait. Oui. Ça veut dire quoi, ça, dans la galvanoplastie? Oui. C'est quoi les coups de cœur qu'on peut avoir? Bon, alors, il n'y a pas de grandes nouveautés dans la galvanoplastie, mais il y a des compléments. Donc, il y a des traitements qui se font avant, des traitements qui se font après. Et puis, par exemple, on a réussi à développer la décoration horlogère, ça fait déjà quelques années, mais c'était quelque chose qui avait été fait par le passé, qui avait ensuite été oublié. Et on s'est dit ça, il faudrait qu'on le propose. C'est un traitement qu'on fait avant la galvano et c'est vraiment complémentaire. Et puis, on s'est dit, bon, on essaye, on tente. Et puis voilà, maintenant, je pense qu'on a plutôt bien réussi aussi dans ce domaine. Donc, si on a envie, s'il y a quelque chose qui nous parle, on fait des recherches et puis on se lance. Et puis vous y allez, donc une sacrée flexibilité. Avec quand même 150 ans d'histoire presque derrière vous, ça ouvre quand même des portes. Les premiers clients, c'était le futur Oméga des créateurs dans l'entreprise. C'est plus facile d'être comme ça à la tête d'une entreprise familiale. Bon, alors, on n'est pas parti de rien avec mon frère, on n'a rien construit, ça c'est clair. Il y avait déjà une base, donc c'est aussi plus facile comme ça. Mais après, on a dû quand même aller chercher, nous, il n'y avait pas notre papa qui était derrière pour nous présenter à ses clients. Il y avait mon oncle qui était là, c'est sûr, mais ce n'était pas dans la partie technique. Donc, on a dû quand même se faire tout seul et puis aller chercher, nous, les clients. On a beaucoup diversifié aussi entre-temps. On voit d'ailleurs là votre papa et vous, oui, votre papa est décédé assez tôt. Oui. Vous aviez 9 ans. Exact. Comment ça vous a marqué cette expérience? Alors, maintenant que mon fils a 9 ans, je me suis dit toujours, mais qu'est-ce qu'il a retenu depuis sa naissance jusqu'à ses 9 ans. Donc, moi, j'ai peu de souvenirs avec mon papa, c'est clair, mis à part les photos. Mais je pense que quand ça arrivé, c'est clair, ma mère a dû nous élever tout seul, avec mon frère. Donc, je me suis dit à ce moment-là, il faut tout apprendre. Il faut essayer de tout savoir faire, parce qu'on peut se retrouver du jour au lendemain seul. Et puis c'est peut-être ça qui m'a un peu donné cette énergie et puis cette pêche de me dire, il faut apprendre ça, essaye un peu de toucher à tout pour pouvoir te débrouiller plus tard dans un peu tous les domaines. Être autonome, en fait. Autonome, ouais. C'était ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a un truc qui vous botte, vous y allez si c'est possible. Et l'entreprise est passée en 2 ans, dans ces 2 dernières années, de 25 personnes à 40 personnes. Alors qu'on entend que les PME souffrent de pénurie de personnel, il semble que vous cartonniez. Donc la recette de succès, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait une recette particulière. C'est clair, depuis le Covid, quand il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, nous, on a fermé, je pense, 2 jours, le temps qu'avec mon frère et mon collègue Yann Bush, on réfléchisse à quoi faire. Parce que comme on est sous-traitant, on avait déjà les pièces chez nous, des clients même qui sont fermés. On a dit, un jour, il faudra qu'on le fasse. Donc, on a continué à travailler en équipe réduite. Et puis, c'est un peu ça que ça a commencé nos meilleures années. Et puis, depuis, ça n'arrête pas d'augmenter. On a peut-être aussi plus de clients, plus diversifiés. On propose peut-être plus de traitements maintenant, typiquement comme la décoration ou la pose d'épargne. C'est peut-être ça qui nous a fait grandir. Je n'ai pas de recette miracle ou autre à expliquer. Après, on est franc, on dit les choses. Avec mon frère, c'est un peu notre ligne de conduite. Ce qu'on ne sait pas faire, on ne va pas dire oui, on sait le faire. On ne sait pas le faire, on ne sait pas le faire. Pas maintenant. Volontiers, on peut développer des choses. Je pense qu'on est assez franc avec les clients et puis honnête. Et puis peut-être c'est ça qui marche. Puis malgré tout, il faut quand même rester concurrentiel et offrir des conditions de travail. On sait qu'aujourd'hui, c'est les employés, il faut que ça corresponde aussi à leurs souhaits, les temps partiels et autres. Et alors vous avez quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'on parle ces temps beaucoup de la semaine à 4 jours. Et vous donnez congé à votre personnel chaque vendredi après-midi alors qu'ils travaillent à 100%. Alors comment on y arrive ? Alors ça, c'est quelque chose qui était déjà établi quand moi je suis arrivée. C'est pas moi qui ai mis ça en place, mais ça m'arrange aussi, c'est plutôt bien. Effectivement, on travaille tous du lundi au vendredi midi à 100%. Ça fait environ 8h45 par jour, 5 heures le vendredi.
pour que les employés aient congé le vendredi après-midi. Et ça leur permet de faire les choses avec leur famille ou leurs courses ou des choses comme ça. Donc les journées en fait sont un peu plus longues. Sont C'est un pas peu qu'il y a plus longues, moins oui. de temps de Non. travail. Oui. D'accord. Oui. Ça vous arrive de remettre en question ce modèle ou bien vous arrivez vraiment à faire ce qu'il faut dans les temps Non, ça joue bien comme ça. Et s'il y a des heures sup aussi à faire, le personnel, il préfère peut-être le faire le vendredi, il reste jusqu'à 2 ou 3 heures, au lieu de venir le samedi matin. Nous, c'est très rare qu'on travaille le samedi matin. Donc, non, on n'a jamais remis en doute cette façon de faire. Cette façon de faire. Vous êtes devenue directrice en 2012 à l'âge de 26 ans. C'est quand même jeune. Comment vous l'avez vécu? Prendre si jeune les rênes d'une entreprise, c'est quand même assez fou. Oui, c'est jeune, maintenant quand vous le dites comme ça. Oui, c'est jeune, ça s'est fait, mais ça s'est vraiment fait naturellement et puis progressivement. C'est pas que du jour au lendemain, on m'a mis à cette place-là. Mon oncle était là pendant des années, puis pendant quelques années aussi, j'étais à ses côtés, j'ai pu beaucoup apprendre de sa part. Donc ça s'est vraiment fait progressivement. Il a baissé son taux aussi progressivement, et puis j'ai pu prendre le lead entre deux. Mon frère est arrivé aussi entre deux, et puis on a coopéré comme ça, et puis... Donc tout naturellement, ça se fait une suite. Transition en douceur. Mais on vous a quand même pas toujours pris au sérieux, hein, vous me disiez. Petite anecdote de la secrétaire. Voilà. Pas toujours. C'est clair que quand on est jeune et une femme, parfois ça crée un peu des petits soucis. Souvent, c'est clair, les clients, s'ils arrivaient et qu'ils ne savaient pas encore qui j'étais, ils me disaient peut-être parfois à peine bonjour, en pensant que j'étais peut-être une assistante, une secrétaire ou autre. Et après, en salle de conférence, quand j'arrive, que c'était moi, ils étaient un peu surpris. De par mon âge peut-être, mais c'est arrivé juste quelques fois. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Donc là, vous sentez pas de différence Non, il y a de plus en plus de femmes dans notre milieu, ce qui est bien. Et puis moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Même dans les entreprises, les PME viennoises et de la région, qui sont quand même assez dans la microtechnique et autres. Oui, quand même. Après, tout ce qui est technique, je ne suis pas non plus de la technique, c'est mon frère qui gère cette partie-là. Donc voilà, mais... j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Non. Alors, quand j'ai visité votre entreprise, j'ai quand même remarqué que les femmes étaient plutôt dans les ateliers au microscope. Elles contrôlaient les pièces et puis les hommes étaient au bain galvanique, en traitement plutôt chimique. Voilà. Comment vous expliquez cette répartition des tâches genrées? On a eu des apprentis électroplastes femmes, on a aussi eu des électroplastes femmes. Pas pour le moment, effectivement. Donc vous en avez eu? Oui, mais en ce moment, il n'y en a pas. En ce moment, il n'y en a pas. Mais il y en a eu, oui. Et puis, je pense peut-être c'est très minutieux comme travail. On a peut-être que les femmes sont plus minutieuses, je ne sais pas. Moi, personnellement, pas. Mais on dit les petites mains, hein, c'est toujours attribué aux femmes. Est-ce que c'est pas aussi votre responsabilité, vous qui en plus êtes aussi une femme à la tête d'une entreprise, d'essayer de combattre ces préjugés genrés et puis de faire quelque chose pour... Oui, il faudrait, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu en fait, même l'opportunité ou le choix. J'ai jamais eu une postulation pour un poste d'une visiteuse ou d'une contrôleuse homme, en fait. D'accord. Je n'ai même pas eu la possibilité. Il faudrait sensibiliser davantage. Oui. Je pense en tout cas au métier d'électroplaste. Mais je crois qu'il y a quand même quelques femmes dans le domaine, plus peut-être... Et celles qui se sont formées, elles sont restées chez vous après Elle est loin maintenant, elle est devenue maman, elle est au Portugal. Ouais. Mais, et puis l'apprentie, non, je crois qu'elle a changé de domaine. Mais il y en a quand même des femmes dans ce domaine. Oui. Très bien. Vous travaillez donc avec des métaux précieux qui viennent du monde entier. En fait, vous ne le savez même pas vraiment vous-même d'où ils viennent, puisque vous travaillez avec des fournisseurs. On le sait, hein, dans les mines, il peut y avoir des abus, du travail forcé, du travail des enfants. Alors, comment est-ce que vous pouvez assurer que l'extraction de ces minerais soit faite dans le respect des droits humains ? Alors nous, c'est nos fournisseurs qui nous garantissent. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs d'or en Suisse. Ils sont assez connus. C'est eux qui nous fournissent et qui prennent la responsabilité que l'or ou d'autres métaux soient extraits correctement. Après, nous, on est certifié ISO 9001, ISO 14001. Qu'est-ce que ça donc, veut dire ? On a du côté management et environnemental. Donc, on a un certain nombre de points à maintenir et un niveau de qualité aussi à avoir. Et nos fournisseurs doivent nous assurer que les minerais sont extraits de manière
Mais c'est impossible d'avoir une garantie totale et ça vous met pas mal à l'aise. De vous dire que peut-être ce que vous avez entre les mains, ça provient d'une mine où des enfants ont travaillé, on ne sait pas. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous aussi expliqué. Effectivement, on n'a aucune garantie, c'est comme tout dans ce monde. On nous garantit que, mais il n'y a pas de contrôle. Il devrait y avoir des contrôles de leur part. Oui, ça, ils devraient faire. Oui. C'est ce qu'ils garantissent en tout cas. Et puis les pièces, vous disiez, voilà, la plupart des pièces, vous ne savez pas où elles vont. Alors ça, s'il y a un mystère, vous trouvez ça aussi intéressant d'un côté, mais on peut aussi se dire, ces pièces, elles vont finir dans l'armement. Enfin, d'un point de vue éthique, vous, est-ce que ça vous posez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous dérange? Alors, quand on ne sait pas où c'est fait, on arrive quand même plus ou moins à s'imaginer où sont faites les pièces. Après, ça nous est aussi arrivé de refuser certaines offres. Enfin, on nous a fait des demandes d'offres qu'on a refusé de faire parce qu'éthiquement, ça nous collait pas avec mon frère. Peu importe le chiffre d'affaires que ça pouvait générer ou autre. D'accord. Donc, il y a une réflexion par rapport à ça. Oui. On arrive bientôt au bout de cette interview. Votre leitmotiv, que je vous demandais, donc une petite phrase comme ça que vous répétez, on peut tout. Pourquoi? Ceux qui me connaissent vont rire. Pour moi, on peut tout, on peut au moins tout essayer. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais on peut se donner les moyens d'essayer. Oui, je pense qu'il faut essayer dans la vie. Et puis, c'est ce que vous essayez de transmettre à votre fils qui a 9 ans. Oui, et puis d'essayer voilà, de faire les choses et puis d'avoir le choix. En fait, moi, j'essaie de lui proposer plein de choses. Qu'il ait le choix de faire ce qu'il n'aime pas, avec les personnes qu'il a envie. Puis qu'il découvre les choses. Moi, découvrir les choses, le monde, il y a tellement de choses à nous offrir dans ce monde que, voilà, lui donner la possibilité et choisir à lui qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas et qu'est-ce qu'il veut ou peut faire plus tard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Sandrine Estopé? Niveau professionnel, que ça continue comme ça avec mon frère et puis qu'on puisse développer les affaires et puis la santé et puis voilà. Puis que votre fils reprenne les rênes de l'entreprise. S'il veut, on verra. On verra, il fera ce qu'il veut. Très bien. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour cet entretien. Merci vous m'aviez dit au début, je ne suis pas sûre de vouloir venir, je préfère rester dans l'ombre. Oui. Finalement, vous aimez bien parler quand même, il me semble. Comment ça s'est passé pour vous? J'aime bien parler, ça, j'ai pas de problème avec ça. J'adore partager avec les gens. Pas forcément devant une caméra, mais voilà. Très bien, merci. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Voilà, c'en est tout pour cette émission. On se retrouve bientôt sur Télé Bilingue. Merci de nous avoir suivis. Time Tool After Work, le Business Talk, vous a été présenté par Time Tool, la solution innovative suisse pour l'enregistrement du temps en ligne pour tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise.